Bonsoir, nouvelle semaine pour le 7-8 L'Actu. Nous allons faire le tour de l'actualité locale avec ce journal de la rédaction. Voici les principaux titres. L'année 2014 qui débute par la mise en place d'un nouveau plan de transport dans l'agglomération yvelinoise. À Saint-Quentin en Yvelines, les transports affichent un nouveau visage. Présentation détaillée avec notre invité de l'agglomération de Saint-Quentin. Retour également sur notre rétrospective de l'année 2013. Focus sur les événements marquants de l'été dernier. Et puis gourmand et fabophile heureux en ce 6 janvier, jour de l'épiphanie. Nous verrons comment se prépare dans une boulangerie la traditionnelle galette des rois. L'image du jour, c'est le déplacement de Jean-Marc Ayrault et d'une délégation du gouvernement à Versailles cet après-midi. C'est au château de Versailles que le ministre de l'Emploi, ministre du Droit des Femmes et ministre de la Réforme de l'État ainsi que le Premier ministre ont rencontré des représentants de la société L'Aîné de l'eau en charge de travaux de restauration du pavillon du Four. Un déplacement sur le thème de la mixité professionnelle et le droit des femmes puisque cette entreprise a développé un programme d'amélioration et d'aménagement des postes pour les rendre accessibles et adaptés à ces dernières. Le Premier ministre a aussi présenté les actions que le gouvernement engagera en 2014. Objectif, un tiers des métiers mixtes en France d'ici à 2025. Une campagne de communication et puis un plan d'action mixité seront également lancés. La visite du gouvernement qui s'est terminée il y a quelques instants. Si vous nous suivez en direct à 18h, le résumé complet sera donc à découvrir dans notre édition de demain mardi. Aujourd'hui 6 janvier, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines dévoile sa nouvelle offre de transport. Objectif, simplifier les déplacements des résidents mais aussi des salariés du territoire. Et je reçois Muriel Laroui. Bonjour, bienvenue sur ce plateau, responsable des transports en commun pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. On va parler de ces nouveautés. Mais déjà tout d'abord, quels sont les modes de transport qui sont concernés? On parle uniquement du transport en bus? Transport en bus et transport en car. Transport en car également, parmi cette nouvelle offre que vous mettez en place. C'est régulier, tous les ans, vous mettez à jour un petit peu l'offre? Généralement, on essaye de faire ça au mois de septembre de manière à ce que les voyageurs puissent s'organiser au niveau vie familiale. Parfois, les plannings sont un petit peu plus contraints et la nouvelle offre de la ligne 475 n'aura été mise en place qu'en janvier, après des nouveautés de septembre. Alors, cette ligne 475, c'est la nouveauté majeure. C'est la grande nouveauté. Ça concerne quel trajet? C'est une liaison jusqu'à Paris-Port d'Orléans depuis Saint-Quentin en Yvelines, mais pas seulement depuis la gare de Saint-Quentin, puisque la ligne part de Élancourt-Clé de Saint-Pierre, dessert Pissalou, fait la gare de Saint-Quentin, mais également la commune de Guyancourt. C'est une ligne très fréquentée? C'est une ligne qui existait avant, mais avec que quelques courses. On avait vraiment 3-4 courses le matin, 3-4 courses le soir. Elle n'existait pas en heure creuse, elle ne fonctionnait pas le samedi. La grande nouveauté, c'est qu'elle est maintenant labellisée ligne express par le syndicat des transports Île-de-France. Et elle a donc connu, grâce au syndicat des transports Île-de-France, une amélioration vraiment importante. On a maintenant des courses de 6h le matin jusqu'à 21h30 le soir, du lundi au vendredi, mais également le samedi. Ce qui permet aussi aux Saint-Quentinois de rejoindre Paris pour des loisirs, les soldes. Pas uniquement pour les salariés, pour les gens qui vont aller travailler. Voilà, donc on a vraiment pour les deux publics, les salariés qui quittent Saint-Quentin ou qui viennent sur Saint-Quentin en semaine et les Saint-Quentinois ou des amis de Saint-Quentinois qui peuvent venir sur Saint-Quentin. Mais c'était une demande de la population? Comment c'est mis en place? Alors c'était une demande récurrente puisqu'il y avait une surcharge récurrente le matin sur le coup de 8 heures entre Paris et Saint-Quentin. Cette ligne était quand même inscrite au plan d'Île-de-France, au plan de déplacement urbain d'Île-de-France comme ligne express, et donc elle a connu un renfort dans ce cadre-là pour vraiment répondre aux besoins des salariés, mais également sur des déplacements en heure creuse, puisqu'il y a une offre maintenant à l'heure tout au long de la journée, en plus de la fréquence au quart d'heure ou à la demi-heure en heure de pointe. Saint-Quentin en Yvelines, deuxième pôle économique en Île-de-France, derrière la Défense, là c'en est une illustration justement, c'est pour renforcer cette position. Et c'est une liaison vraiment rapide et confortable, on passe par la 86, c'est de l'autoroute, les voyageurs sont installés dans des cars très confortables, les conducteurs connaissent bien leur métier, ils connaissent déjà bien l'itinéraire. Donc ce sont des voyages vraiment peu fatigants, vous pouvez tout à fait utilisez votre temps de trajet pour consulter votre téléphone portable, il n'y a aucun souci. Voilà, ce ne sera pas comme dans le métro, il y aura un peu moins de fréquentation, vous serez tranquille si vous utilisez cette ligne de transport. On va représenter les autres nouveautés qui vont être mises en place. Juste pour le public qui nous regarderait, qui n'aurait pas encore connaissance de tous ces nouveaux horaires, ces nouveaux modes de fonctionnement, où est-il possible de s'informer? Alors le plus simple, si vous souhaitez des informations, c'est le site de Saint-Quentin en Yvelines, donc www.sqy.fr. À partir de là, vous avez la rubrique se déplacer.
passer. Vous avez l'ensemble des lignes de bus de Saint-Quentin, mais pas seulement celles de Skibus. Vous avez les 27 autres lignes présentes sur le territoire, des lignes qui vont aussi bien jusqu'à Massy et Orly que jusqu'à la Défense, jusqu'à Cergy, Mantes-la-Jolie. Nous avons vraiment une offre très importante, urbaine et interurbaine. Et l'ensemble de l'offre est connu sur le site de Saint-Quentin. Et tous les secteurs sont couverts ou il y a encore des endroits où il faut mettre l'accent sur l'agglomération? Alors, il y a un vrai travail avec le syndicat des transports de l'Île-de-France pour mailler notre territoire au reste de l'Île-de-France pour mieux développer des liaisons, par exemple, vers Cergy, vers Poissy, vers Mantes, des liaisons qui peuvent déjà exister mais qu'il faudrait renforcer, mais également créer des liaisons plus importantes vers la Défense, par exemple, ou vers Nanterre. Donc du travail de réflexion et d'étude est en cours. Quelles sont les autres modifications? On va revenir sur les nouveautés de cette année. Alors, il y a un code couleur différent déjà. Alors, avant même de parler de la représentation du réseau, une autre nouveauté concerne principalement le secteur du technocentre. Il s'agit d'une offre pour les salariés. On a travaillé sur une meilleure adéquation entre la ligne 460 qui fait à Gare Saint-Quentin et le technocentre avec la ligne 411-410 qui, elle, va jusqu'à Massy et Orly. Les salariés, depuis septembre, avaient une meilleure offre sur la 406-410, mais la 460 n'était pas bien calée sur ses horaires. Et donc, depuis aujourd'hui, les salariés disposent d'une offre toutes les 15 minutes du technocentre vers la gare de Saint-Quentin pour pouvoir revenir prendre leur train. Et là aussi, c'était une demande forte des salariés, j'imagine. C'était une demande des salariés qui trouvaient qu'il y avait vraiment des trous, puisque les courses peuvent se suivre à 5 minutes, et après, il y avait un trou de 25 minutes. Donc là, vraiment, on a un vrai quart d'heure... comme le matin. En fait, les salariés qui veulent aller au technocentre ont une course toutes les quarts d'heure le matin et maintenant ont aussi une course tous les quarts d'heure le soir. C'est important pour que ces entreprises restent implantées sur le territoire de Saint-Quentin, on le sait. Il faut qu'il y ait du transport, sinon forcément ça complique un peu les choses. C'est l'attractivité de l'agglomération qui joue par les transports en commun, surtout sur ces lignes interurbaines qui sont aussi un des moyens pour les salariés de ne pas perdre de l'énergie dans des déplacements quotidiens. Autre changement pour les bus, les cars? Alors, les autres changements, ce n'est pas des changements sur l'offre, c'est des changements sur la lisibilité du réseau. Le fameux code couleur. Alors, voilà, le fameux code couleur. Donc, le syndicat des transports Île-de-France avait lancé une grosse réflexion avec des consultants, des cartographes depuis 3 ou 4 ans, et ils ont défini une nouvelle manière de représenter les réseaux de bus, les réseaux de trains. On est le premier réseau à avoir appliqué cette nouvelle charte. Alors, c'est peut-être pas complètement parfait, mais en tout cas, on a appliqué le principe qui est suivi par le STIF, qui préconise de regrouper les lignes par catégorie, et les catégories sont définies par le niveau de service. Donc, on va avoir une couleur orange, une couleur chaude, forte, pour dire que cette ligne-là, elle est forte, elle est solide, vous pouvez y aller sans guide horaire, vous aurez un bus toutes les 5 à 10 minutes en heure de pointe. Au quart d'heure en heure creuse. Vous avez une autre couleur, vous avez des lignes qui sont regroupées dans un paquet vert. Ce paquet vert sont les lignes complémentaires. Vous avez une offre à 10 minutes en heure de pointe, à la demi-heure en heure creuse. Et donc, sans guide horaire, vous savez déjà quelle est l'offre disponible sur le secteur où vous voulez vous rendre ou du secteur d'où vous partez. On sait si on va devoir patienter ou non entre deux passages de bus. Voilà, savoir si vous pouvez vous rendre sans préparation à l'arrêt de bus, parce que vous savez qu'il y a une très bonne fréquence à cet arrêt de bus, ou s'il vous faut préparer le voyage en repérant quel est l'horaire adéquate pour descendre ou pour vous rendre à votre arrêt. C'était très important sur Saint-Quentin puisqu'on est un territoire avec une forte attractivité aux heures de pointe pour des salariés qui vont entrer sur notre territoire et on avait 16 lignes qui ne fonctionnaient que aux heures de pointe. Et ces lignes étaient représentées au même titre que les autres sur notre réseau, qui pouvaient induire en erreur les voyageurs. Les voyageurs se disaient « Ah, mais on a une offre !» Et il y avait toujours beaucoup de déceptions derrière. Ben oui, mais elle ne fonctionne qu'aux heures de pointe. Alors que là, ce sera beaucoup plus visible. Le but, c'est d'homogénéiser toute l'île de France, va y passer ensuite. Toute l'île de France passera avec ce système de code couleur. Si vous devez ensuite utiliser les transports en commun à travers l'île de France, ce sera beaucoup plus clair. Juste pour conclure, on a parlé aussi de la hausse de la TVA ces derniers jours, au 1er janvier. Est-ce qu'il y a une répercussion sur le réseau de déplacement? Alors, le syndicat des transports Île-de-France et la région Île-de-France ont fait un effort important pour minimiser le coût de la répercussion qui aurait dû être plus important. Il y aura peut-être moins d'investissement cette année pour compenser, mais oui, il y a une légère hausse de la TVA au 1er janvier, comme ça. Qui sera forcément répercuté si vous devez utiliser les transports en commun. Mais ce sera les mêmes tarifs sur l'ensemble de l'Île-de-France. Pour mémoire et pour rappel, les passes Navigo sont utilisables sur le réseau interurbain au même titre que les tickets T+, valables dans le réseau de métro. Donc si vous avez besoin d'utiliser cette nouvelle ligne 475 ou la ligne Massy-Orly que nous avions présentée au mois de septembre, vous pouvez vous présenter avec vos tickets T+, et vous pourrez voyager.
Voilà, Massiorly, un seul ticket. Merci beaucoup d'être venu, Muriel Laroui, présenter donc ce nouveau plan de transport sur 50 ans en Yvelines. Je rappelle aussi que jusqu'au 23 janvier, vous pouvez découvrir le nouveau plan local de déplacement et faire part de vos observations. Ça concerne l'ensemble des modes de transport sur 50 ans en Yvelines. Consultation possible à l'hôtel d'agglomération, à l'agence de la mobilité, à la maison de l'environnement ou encore dans l'une des 7 mairies de la communauté d'agglomération pour laisser toutes vos remarques jusqu'au 23 janvier. Le 6 janvier, c'est aussi l'occasion de fêter l'Épiphanie, et pas uniquement pour la communauté chrétienne qui célèbre la visite des rois mages à l'enfant Jésus, mais aussi pour les gourmands qui peuvent déguster les galettes. Les amateurs de fèves, les fabophiles sont aussi ravis. Reportage dans une boulangerie. C'est du sirop, c'est de l'eau et du sucre qu'on a fait bouillir, tout simplement. Voilà, c'est ce qui les fait briller, toujours chaud à la sortie du four. Elle célèbre la visite des rois mages auprès de l'enfant Jésus. Elle, c'est bien sûr la galette de l'Épiphanie. À Chevreuse, dans la boulangerie-pâtisserie d'Hervé Beauvais, on la cuisine de manière traditionnelle. Du beurre frais, de la poudre d'amande 100% pur fruit, du sucre, de la farine et de la crème pâtissière pour la frangipane. Ici, la méthode est artisanale. Tout est fait à la main. Alors, il n'y a qu'une seule machine, enfin même deux. Il y a une machine qui aide à faire la crème, c'est le batteur mélangeur, et une autre machine qui s'appelle le laminoir pour étaler la pâte. Parce que quand il y a beaucoup de pâte, voilà, ce sont les seules machines, tout est fait à la main. Une méthode traditionnelle qui élève forcément le tarif à la caisse. Alors qu'elles coûtent de 4 à 10 euros en grande surface, les galettes oscilleront plus entre 10 et 20 euros chez un artisan pâtissier. Pourtant, les clients restent fidèles au rendez-vous. Ici, c'est de la pâtisserie très bonne, c'est pour ça. J'aime mes artisans. Chez Madame Beauvais, tout est bon, et qu'autre part, c'est pas si bon. On en a pour son argent, hein. Il y en a qui sont pas difficiles. Près de 20 millions de galettes sont achetées chaque année en France. À Chevreuse, de 750 à 1500 pièces seront vendues en un mois et demi, ce qui représente environ 15% du chiffre d'affaires d'Hervé Beauvais. Presque autant que pour les fêtes de Noël. Et si la galette reste le gâteau le plus prisé dans notre région début de mois de janvier, dans le sud, la recette est sensiblement différente. Une brioche au sucré aux fruits confits baptisée coque ou couronne des rois. Alors, galette ou coque, vos choix, vos réponses avec ce micro-trottoir. La galette des rois, c'est plus pour l'appétit, le fait de manger une pâtisserie. Je suis plutôt galette des rois. Pourquoi? C'est une tradition, je pense. Nous, on a l'habitude de manger la galette des rois. Mais pourquoi pas goûter cette coque des rois? La galette quand même, la galette de roi. Pourquoi? Parce que, je sais pas, c'est bon. Je suis pas très très fan, mais mon mari et mes enfants, ils adorent ça. Ah non, c'est galette des rois alors. Pourquoi? Parce que les fruits secs, non, j'aime pas trop. Mais c'est plutôt galette. Pourquoi vous êtes plutôt galette? C'est plus par tradition. Je n'aime pas la galette des rois. D'accord, pourquoi? Parce que je n'aime pas. C'est pas un gâteau qui... Ouais, c'est trop sucré, c'est la frangipane. Non, c'est plutôt le goût du beurre, là. J'aime pas le beurre. Non, galette alors. Pourquoi? Parce que j'aime bien la frangipane. La galette qui l'emporte donc de ce petit sondage micro-trottoir. On passe au sport. À présent, comme chaque année, la compagnie d'Arc à Elancourt organisait un concours qualificatif pour les prochains championnats de France en salle, mais aussi l'ultime étape pour les sélections pour les mondiaux qui se dérouleront à Nîmes. Des archers de l'équipe de France étaient présents sur le pas de tir. Anthony Reich et Patrick Jacques de Dixmude pour les images. Au milieu des 380 participants, pour la plupart amateurs, certains archers ressentent plus de tension sur la corde de leur arc. Le vice-champion d'Europe 2011, Sébastien Pénaud, est présent sur le pas de tir d'Elancourt pour se qualifier pour les prochains championnats du monde en salle. Rester concentré dans sa bulle, voilà, faire attention à tout ce qu'on fait, savoir analyser son tir pour, si jamais il y a une erreur, savoir l'analyser et apporter un peu plus d'attention dessus par la suite pour éviter de répéter la même erreur. Nouvelle recordwoman de France du tir en salle en arc à poulies. Sophie Daudémont fait partie logiquement des favorites pour obtenir son ticket pour le groupe France, où seuls les 8 meilleurs archers seront retenus. L'objectif, c'est pas de rentrer dans les 8, l'objectif, c'est de faire un résultat sur le championnat du monde. Donc si effectivement j'ai des difficultés à rentrer dans les 8, ça sert à rien que j'aille plus loin. Donc voilà, là j'ai fait le tir, il fallait le faire et tant mieux. Dimanche matin, Sophie Daudémont réalise un bon score de 584 points sur 600 possibles. Avec ce total, elle valide facilement son ticket pour la sélection nationale, qui aura lieu dans 15 jours, et tire toujours après une médaille d'or aux mondiaux, peut-être à Nîmes, fin février.
Autre rendez-vous sportif d'envergure ce week-end, les 32e de finale de la Coupe de France de football. Poissy était le dernier club yvelinois issu du football amateur encore en lice. Les joueurs de Thierry Boquet, qui évoluent en championnat en CFA2, recevaient Concarneau, pensionnaire eux de CFA. L'exploit ne s'est pas produit au stade Léo-Lagrange. Le résumé d'Anthony Reich. Si le match des tribunes est vite gagné par les supporters de Concarneau, c'est tout l'opposé sur le terrain du stade Léo-Lagrange. Après un début de match très prudent, les joueurs de Poissy, ici en jaune, asphyxient le milieu breton. Et ils sont même tout près d'ouvrir le score sur cette splendide ouverture, mais la reprise de l'attaquant Pissiaquet passe tout près de la lucarne bretonne. Poissy prend alors confiance et les occasions se multiplient, mais à chaque fois non cadrées, même quand la cage adverse est vide. « 0-0 à la pause. Le tournant du match arrive peu après la mi-temps. Le défenseur central Abdoulaye Sangaré est expulsé pour ce tacle en retard. Il n'en fallait pas plus aux joueurs de Concarneau pour prendre l'avantage. À la 70e minute, l'avant-centre breton Soki Nzinga met fin aux espoirs yvelinois sur cette frappe croisée du gauche. Concarneau s'impose finalement 1-0 et verra les 16e de finale 24 ans après. De leur côté, les Yvelinois pourront regretter longtemps leurs nombreuses occasions ratées. On n'avait pas fait un grand début de match, peut-être impressionné par l'événement, mais tout de suite derrière, on s'est bien ressaisi, on a bien joué, on a les occasions et on ne les met pas. Et puis après l'expulsion et le tournant du match en seconde période, une expulsion très sévère. On jouait pour la qualif, on a perdu, donc c'est une déception. Et pour un point complet sur l'actualité sportive, rendez-vous chaque lundi soir, 18h30, 19h30 et 22h30 sur TV Fil avec le 7-8 Sport préparé par Anthony Reich. En ce début du mois de janvier, nous revenons sur les moments forts de l'année écoulée. C'est une tradition après le premier semestre la semaine dernière. Voici un résumé des événements forts de juillet à septembre, une rétrospective signée Catherine Zulato. L'été 2013 est marqué notamment par deux événements majeurs aux antipodes l'un de l'autre. Ce sont tout d'abord des émeutes à Trappes à la mi-juillet. À l'origine, un contrôle d'une femme portant le voile intégral qui tourne mal. Son mari est interpellé pour avoir tenté d'étrangler un policier. Des jeunes reprochent aux policiers des propos et des attitudes islamophobes. Et le passage du Tour de France qui pour son centenaire est passé à Saint-Quentin en Yvelines, non loin du Vélodrome qui sera officiellement inauguré le 30 janvier prochain. Ultime étape entre Versailles et les Champs-Élysées, c'était le 21 juillet dernier. Les coureurs sont donc passés dans les rues de Montigny, notamment bondés pour l'occasion, avec des fans qui supportaient des coureurs venus de très loin. Ah si, on les suit. Mon père est super fan depuis que je suis née. On les suit chaque année. Un mois de septembre marqué aussi par la mise en place de la réforme scolaire dans les Yvelines. Parmi les villes qui ont fait ce choix, celle de Trappes. 300 667 Yvelinois ont fait leur rentrée et à Trappes, cela s'est passé de façon paisible. Est venue nous dire la première adjointe, Janine Marie. Un bilan sera tiré en ce début d'année 2014. Les horaires ont été modifiés, retardés de 20 minutes le matin. La pause méridienne est inchangée et ils terminent à 16h15 l'après-midi. Ils peuvent rester jusqu'à 16h30. Ce quart d'heure est un quart d'heure offert aux parents, c'est gratuit. Et puis après, la journée se continue comme elle se passait précédemment. Un temps consacré au goûter, aux leçons et puis les activités qui vont commencer avec les prestataires de services lundi prochain. Toujours à Trappes, 80 000 véhicules traversent chaque jour la Nationale 10. Elle sera bientôt couverte sur une longueur de 400 mètres environ. Le projet n'est pas nouveau, mais il manquait les fonds pour le concrétiser et c'est chose faite. Un courrier signé du ministre des Transports qui confirme une volonté d'avancer. Un début du mois de septembre marqué également par des inaugurations. D'abord à Elancourt, où une nouvelle résidence pour les étudiants a ouvert, offrant 161 logements. À Saint-Cyr-l'École, le lycée professionnel Jean Perrin a inauguré ses nouveaux locaux après 8 ans de chantier. Le président PS de la région Île-de-France a fait le déplacement pour couper le ruban. 34 millions d'euros du conseil régional ont été investis. La réhabilitation permet à l'établissement de consolider ses formations, notamment celle d'optique lunetterie. C'est le seul lycée public du département à proposer cette filière.
À Montigny-le-Bretonneux, c'est la fin des travaux de rénovation de la gare. La salle des pas perdus est dotée d'une signalétique plus claire. L'espace a été décloisonné avec 25 000 usagers par jour et sans rénovation importante depuis 1975. Les locaux étaient devenus plus que vétustes. Des travaux à hauteur de 1,8 million d'euros financés en moitié par la région Île-de-France et la SNCF. Les aménagements extérieurs devraient se prolonger jusqu'en 2017. Et puis, en ce mois de septembre, des événements également politiques. La venue tout d'abord d'Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, au siège de Cassidian, à Elancourt. C'était une première visite pour le ministre autour de la Nouvelle-France industrielle. En ce début du mois de septembre, Arnaud Montebourg a annoncé 34 plans de reconquête industrielle. Le but, rendre les secteurs innovants plus concurrentiels. Deux marchés ont ici été évoqués, la cybersécurité et le développement du réseau 4G. Nous investissons là où nous pouvons obtenir des créations d'emplois. L'art de la guerre, comme disaient tous les stratèges militaires, c'est de concentrer nos forces sur les points forts et non pas de les disperser sur nos points faibles. Lui aussi est un personnage très attendu en ce début de rentrée politique. Pierre Bédier, première séance du Conseil général en ce 30 septembre et retour en politique pour celui qui avait occupé le fauteuil de président de 2005 à 2009. 2009, date à laquelle il avait abandonné son poste après avoir été condamné à 3 ans de privation de droits civiques pour corruption passive et recel d'abus de biens sociaux. Pendant la séance, l'élu UMP est apparu concentré, très silencieux et n'a pas pris part au débat. Et puis, il a aussi été question d'intercommunalité en ce mois de septembre. Au 1er janvier 2014, et les villes doivent s'associer en intercommunalité, mais celle constituée de Plaisir, Villepreux et les Clés-sous-Bois démarre bien mal. La maire UDI des Clés-sous-Bois, Véronique Côté-Millard, a remis en cause ce mariage à 3, jugé inutile et coûteux. Les 2 autres maires font cause commune et tendent la main à leur 3e comparse, un feuilleton qui ne fait que débuter. À la fin de notre rétro 2013, ce sera demain, mardi, dès 18h, en direct dans l'actu. Si vous n'étiez pas avec nous au début de cette édition, je vous remontre à présent l'image du jour. La visite d'une partie du gouvernement à Versailles cet après-midi. C'est au château que ministre de l'Emploi, ministre du Droit des Femmes, ministre de la Réforme de l'État et Premier ministre ont rencontré des représentants de la société L'Aîné de l'eau en charge de travaux de restauration du pavillon du Four. Un déplacement sur le thème de la mixité professionnelle et le droit des femmes, puisque cette entreprise a développé un programme d'amélioration et d'aménagement des postes pour les rendre accessibles et adaptés à ces dernières. Jean-Marc Ayrault a aussi présenté les actions qui seront engagées cette année par le gouvernement. La visite qui s'est terminée en fin de journée, résumé complet. Les explications, ce sera dans notre édition de demain mardi. Rendez-vous donc dès 18h en direct, replay gratuitement sur notre site internet. On se quitte avec vos résolutions pour la nouvelle année. Excellente soirée. Essayer de tenir pour la santé, voilà, et toute la famille, voilà, que toute la famille aille bien, c'est important. Moi, c'est me laisser pousser la barbe. Arrêter de fumer, arrêter de tout ce qui est contre la vie. D'offrir plein de bonheur à tout le monde. Trouver la femme de ma vie, coffrer de l'argent, trouver un travail, construire une vie, trouver une vie. Affronter la vie de manière plus sereine et voilà, essayer de toujours donner du bien autour de soi. Voilà. Arrêter de fumer.